Bonjour, l'invité politique de LCI Radio Classique ce matin, c'est Henri Emmanuelli, le député socialiste des Landes. Bonjour Henri Emmanuelli. Bonjour. Vous avez gravement manqué au Premier ministre, c'est pas mon expression évidemment, c'est celle de Bruno Le Roux dans Le Monde. Aujourd'hui, il explique que gouverner c'est une course par étapes, il y a des étapes qui sont plus difficiles que d'autres. Dans ces étapes difficiles, soit on s'échappe, comme vous, on fait un baroute et on s'écroule, c'est ce que prédit Bruno Le Roux, soit on reste dans le peloton, on partage, on protège tout le monde et on arrive ensemble et on peut alors gagner l'étape d'après et aller vers la victoire finale. Vous avez gravement manqué à Manuel Valls ? Non, Bruno Le Roux me connaît depuis longtemps, il sait que je ne m'échappe pas en général. J'avais simplement demandé à ce qu'on dissocie le vote de confiance du pacte de responsabilité. On m'a répondu non, c'est indissociable. J'avais prévenu. J'avais dit si c'est pas dissociable, moi je ne fais pas un chèque en blanc. C'est pour ça que vous êtes abstenu. Voilà, je veux savoir ce qu'il y a dedans. Donc je pense que c'est tout à fait respectable et que ça démontre à quel point nos institutions sont bloquées, verrouillées. On a fait la réforme de 2001, le quinquennat, l'inversion du calendrier, et on arrive à aujourd'hui à un régime présidentiel de facto, de fait, mais qui en réalité n'a aucune des contreparties d'un vrai régime présidentiel. Ça voudrait dire des élections à mi-temps, ça voudrait dire l'interdiction pour le président de dissoudre, ça voudrait dire rendre un peu de souplesse au fonctionnement de la démocratie. Alors voilà, on arrive à des rigidités comme celle-là, où on a le choix entre passer sous la table, passez-moi l'expression, ou bien dire non, je vote pas comme ça, les yeux fermés. Je ne sais pas si vous avez vu Libération aujourd'hui, Libération qui montre une sébille avec une pièce de 2 euros en disant les petits pas de Valls. Alors est-ce que les négociations entre Manuel Valls hier et la majorité menée par Bruno Le Roux, une délégation de parlementaires, est-ce que on peut faire avancer les choses? Est-ce que ça peut faire voter oui à Henri Emmanuelli le 29 avril? Vous savez, j'ai écouté tout à l'heure votre éditorialiste qui parlait de dissolution. Non, je crois pas qu'on ira au drame. Il faut arrêter la fantasmagorie ou la fausse dramaturgie. D'autant plus que ce pacte de responsabilité, il va être voté par morceaux. Bien sûr, la loi de finances, la loi de finances, PLFFS, une loi de finances fin juin. Donc, ça va être... Et moi, c'est ce qui m'a un petit peu agacé. Pourquoi? Parce que c'est la technique des Orias et des Curias, quoi. Je passe d'abord des choses et puis je les passe en disant que j'en passerai d'autres. Éventuellement, le moment venu, je dis que ce qu'on avait prévu n'est pas faisable. Donc voilà, moi, c'est ce qui me pose problème. Mais tout ça, c'est pas le fond. Le fond, c'est que je ne comprends pas, ou j'ai du mal à comprendre en tout cas, aujourd'hui, l'espèce de catéchisme que j'entends partout sur l'inquiétude des marchés financiers, sur la nécessité absolue qu'il y a de respecter les 3% de déficit. Voilà. Or, moi, je constate que c'est faux. Les marchés financiers sont surliquides, partout. Beaucoup d'argent vient en Europe d'ailleurs. Beaucoup d'argent. Banque de Chine à 4 000 milliards de dollars en ce moment. Il faut bien qu'elle les place. Donc, dès qu'il y a soit des obligations d'État, soit des obligations corporate, comme on dit, c'est-à-dire par des entreprises, ils sont surcouverts. Ils sont souscrits. Mais quand même, l'idée qu'on peut s'endetter et laisser la dette aux générations futures, oui, à un moment donné, il y a une limite, non? D'abord, les générations futures, vous savez, un philosophe a écrit la semaine dernière, c'est dans Le Monde d'ailleurs, j'ai lu la tribune, il disait, on ne sait pas si l'avenir aura besoin de nous, mais nous, on a besoin de l'avenir parce que ça donne un sens à ce qu'on fait. Oui, Keynes disait aussi, à long terme, on sera tous morts. L'histoire, voilà, l'histoire des enfants qui... Non, nos enfants, un jour, si la situation est dramatique, ils diront votre papier, vous le gardez. Ils diront créancier. Il faut arrêter. C'était là aussi cette fausse tragédie. Donc vous pensez qu'on peut encore vivre avec des déficits? Non, je pense qu'on pour relancer la machine. Non, c'est pas ça. Je pense qu'on ne peut rembourser que si on a de la croissance. Je n'ai jamais vu un État diminuer sa dette s'il n'avait pas un minimum de croissance. Et donc la priorité aujourd'hui, c'est de rentrer dans un cercle vertueux de la croissance. C'est de rentrer dans un cercle vertueux de la croissance. C'est d'éviter la déflation qui menace. Parce que les taux baissent. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour cela? Et il y a une alerte du FMI que personne semble avoir perçue, une alerte du chef économiste de la BCE qui dit attention à la déflation. Et malgré ça, on continue à Bruxelles à avoir une politique monétaire inadéquate. L'euro est beaucoup trop fort pour nos exportations. Malgré ça, la BCE n'a pas bougé. Sauf pour les Allemands qui sont contents finalement. Mais les Allemands, parce qu'ils ont une compétitivité qualitative. C'est pas une compétitivité par les coûts. Bien sûr. Les prix de la main-d'œuvre manufacturière en Allemagne sont supérieurs aux nôtres. Mais je ne l'entends jamais. Alors, Henri Emmanuelli, c'est quoi l'alternative à cette politique de rigueur? C'est de shooter l'investissement. Moi, j'ai toujours dit,
mais depuis le début, depuis 2012 et puis depuis 1995 en réalité. Il faut reconstituer notre appareil de production. Donc il faut tout mettre sur les investissements industriels. Donc, par exemple, on pourrait baisser l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices. Ah mais moi, investis en moi j'ai investissement, par même exemple. proposé zéro s'ils investissent. J'ai même proposé un crédit d'impôt investissement. Comme on avait fait un crédit impôt recherche, c'est moi qui l'ai présenté en 1984, pour shooter. Il faut shooter l'investissement. Il faut de l'investissement privé, public. C'est mieux ça que de baisser les charges sociales, finalement, Privé, c'est ça? absolument, privé, public. Hein, parce que là, on dit on va économiser 10 milliards sur les collectivités locales. Moi, je veux bien, mais je gère un département depuis 30 ans. Je peux vous dire, je sais pas où on va les trouver. Si, c'est le post-investissement qui va souffrir. Donc, shooter l'investissement public et privé et avoir quand même un minimum de demande intérieure. Minimum de demande intérieure pour que ça fonctionne. Parce que tant qu'on n'aura pas 1,8 ou 2% de croissance, on n'aura pas de création d'emplois. Mais alors, parlons concrètement, la demande intérieure, ça veut dire qu'il ne faut pas geler les retraites et il faut le faire salaire des fonctionnaires. attention. Il ne faut pas taper ceux qui, dès qu'ils gagnent quelques euros, vont les dépenser parce qu'ils en ont besoin. Nous avons des taux d'épargne très forts en France. 16%. Dans le monde, elle est de 24%, l'épargne. Elle était, d'où la surliquidité, d'où la non-inquiétude des marchés. Mais alors, du coup, les discussions qu'il y a depuis hier entre la majorité et le gouvernement, ça va dans le bon sens ou pas? Vous allez faire quoi le 29? Oui, ça va dans le bon sens, Ouais. parce que dire il faut pas toucher aux retraités, aux petites retraites, je suis d'accord. Il faut pas toucher autant que faire se peut aux minimums sociaux, je suis d'accord, parce que ce sera de la demande. Dernier point qu'on n'a pas évoqué, l'export. Je n'entends pas parler de l'export. Or, nous avons dans ce pays un énorme problème de crédit export. Parce qu'au moment de la crise, toutes les banques ont liquidé. J'ai dit liquidé pour faire vite. Hein. C'est ça, il faudrait nuancer plus que ça. Mais leur service export. Aujourd'hui, il n'y a pas de crédit acheteur, il n'y a pas de crédit vendeur pour les exportateurs. Et le CICE, par exemple. Parce que ça aussi, c'est quelque chose moi, qui me pose problème, c'est cette approche globale. Quand on a fait le CICE, on a dit c'est pour tout le monde. Or, moi, perçois aujourd'hui, on s'aperçoit que toutes les entreprises exportatrices n'ont pas eu droit au CICE. Pourquoi? Parce que leurs salaires sont supérieurs à 2,1 fois le SMIC. Bon, donc moi je demande du ciblage. C'est tout. Je ne crois pas que ce soit... On a compris investissement et exportation. Alors, du coup, est-ce que vous pourrez voter le 29 avril la trajectoire de redressement des finances publiques ou non? Oh, je verrai ce qu'on nous propose à 11h30. Là, j'attends de voir ce que Monsieur Sapin, Monsieur Eckert vont nous proposer à 11h30. Je sais à peu près ce qu'ils vont nous proposer. Moi, je pense... Qu'est-ce qu'ils vont vous proposer? Oh ben, on connaît à peu près les purs quand même. Tout le monde, je la lis partout. Alors, Oui, c'est assez modeste comme amendement. Sauf à savoir lire. C'est assez modeste comme amendement, parce qu'en fait, on a compris que le gouvernement disait, OK, on va regarder sur les petites retraites, sur le gel de la fonction publique, on touche pas, mais tous les ans, on se reverra, on fera une réunion. En revanche, il faudra financer une partie des nouvelles mesures, là, et on dit, on touchera pas... Et il faudra des mesures fiscales aussi à l'automne, Ouais. notamment sur le barème de l'impôt sur le revenu, qu'on ne revive pas. La Pour séquence aider qu'on a, les Français les moins imposables. ceux qui ne paient pas d'impôts et qui pourraient rentrer dans l'impôt sur le revenu si on ne revalorisait pas Ce qui s'était passé l'année précédente. ce qui s'était passé l'année précédente et l'année d'avant, Tout à fait. sur une décision prise d'ailleurs par le gouvernement Fillon en 2011, qu'on n'a pas rectifié en De 2012, pas indexer le barème. en disant, comme c'est pas nous, on dira que c'est les autres, sauf que les gens, quand ils paient des impôts, veulent pas savoir qui a décidé. Ils constatent simplement qu'ils payaient pas et qu'ils payent des Donc, si j'ai bien compris, ce matin, Henri Emmanuel rentre dans le rang. Il a un peu boudé, il a un peu ronchonné lors du vote de confiance, mais, il va s'aligner comme les autres frondeurs. Vous faites de la gentille provocation. Là. Sentiment, tout à fait. C'est dans votre rôle. Mais moi, je suis assez têtu, vous savez. Assez têtu. Hein. J'avais déjà dit à François Mitterrand, je n'étais pas monarchiste. Il m'a pas parlé pendant 2 ans, mais je ne le suis toujours pas devenu. Hein. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même, pour votre sensibilité au sein du PS, vous êtes toujours membre de Monde d'Avance avec Benoît Hamon, est-ce que c'est pas un petit peu quand même paradoxal d'être à la fois dans le gouvernement et à des postes d'ailleurs très élevés, et puis de contester à l'Assemblée? Benoît Hamon a fait son choix, c'est un choix qui l'engage que lui. Hein. D'accord. Moi, Ça n'engage pas la sensibilité que vous incarnez au sein du PS. J'ai pas le sentiment. Non, j'ai D'accord. pas le sentiment. Bon, les européennes, c'est dans un mois. Je sais que vous faisiez partie vous étiez nombreux d'ailleurs, hein, de ceux qui avaient voté non en 2005. Est-ce que aujourd'hui, il y a encore un espoir pour changer la feuille de route européenne? Les Français vont aller peu voter aux européennes parce qu'ils ont l'impression que de toute façon, quoi qu'on dise et quoi qu'on vote, à 28,
la ligne est fixée par d'autres, par les technocrates à Bruxelles, et qu'on n'y changera rien? Technocrates et puis par des coalitions de petits pays, enfin, on n'y comprend plus grand-chose. C'est un des problèmes majeurs, parce que politique monétaire, politique budgétaire, qui est dictée par qui, on ne sait plus exactement. Si, par le catéchisme ambiant, alors je ne sais pas s'il faut dire la vulgate plutôt que le catéchisme, au cas où catéchisme heurterait des sensibilités. Mais on a un vrai problème à Bruxelles, et là aussi on a un gap démocratique. Et en 2005, quand on a fait voter non, quand j'ai fait voter non, on l'a dénoncé, on a dit attention, attention, le chariot va verser. Il est en train de verser. Est-ce qu'on joue pas au feu, vous et moi, en disant cela? C'est-à-dire, est-ce que finalement, en disant que, en avouant qu'on a assez peu de maîtrise sur ce qui va se passer, est-ce qu'on donne pas la place à d'autres, les partis extrémistes? C'est très dangereux. Oui. Mais j'en conviens que c'est très dangereux, mais en même temps, c'est la réalité que perçoivent les gens. Donc on peut pas jouer avec la réalité non plus. Enfin, on peut un certain temps, puis à un moment de vérité où on ne peut plus jouer. Et je crois que si on ne fait pas évoluer ces institutions européennes rapidement, en particulier donner le droit, par exemple, au Parlement de voter un vrai budget, d'avoir un vrai budget européen. Si aujourd'hui il y avait un vrai budget européen et qu'on émettait des eurobonds, on émettrait 100 milliards d'eurobonds, ils seraient couverts dans une matinée. Bon, on ne peut pas, on ne veut pas, on ne sait pas pourquoi. Donc il y a un vrai blocage. Est-ce qu'il faut, comme certains le disent, qu'il soit à droite ou à gauche, revenir à une Europe peut-être un peu plus, avec moins de membres, avec un noyau dur qui irait plus vite que les autres? Si ça doit repartir, et je le souhaite que ça reparte, personnellement, mais c'est avec un nombre réduit. Avec 8, on peut pas. Vous n'êtes pas en désaccord avec un Laurent Wauquiez qui dit qu'il faut redémarrer à 6? Si, c'est peut-être un peu étroit quand même. Là, monsieur Wauquiez, il oublie des gens importants. Mais il faut un noyau, oui. Il faut un noyau parce qu'on n'y arrivera pas. Qu'il s'agit... Je prends un exemple concret. Galiléo, le système satellitaire européen. On a 4-5 ans de retard parce qu'on n'a pas su dégager les crédits. Alors qu'il suffirait d'émettre sur les marchés... Le concurrent du GPS américain. Voilà, le concurrent du GPS. Il suffirait d'émettre un emprunt européen, il serait couvert immédiatement. Et on aurait eu l'argent nécessaire. Alors que là, il a fallu... L'Allemagne ne voulait pas verser sa quote-part, la France traînait les pieds. C'est insupportable. C'est insupportable. La petite phrase d'il y a quelques jours de François Hollande sur 2017, que évidemment, si le chômage ne baissait pas, il ne se représenterait pas, et que s'il se représentait, il était sûr d'être battu. Ça voulait dire quoi, selon vous? Oh, je pense que c'est un moment un petit peu d'agacement ou de déception. Voilà. Il faut pas trop faire ça. Il est abattu, François Hollande? Il faut pas. Je pense que pas qu'il soit abattu. Je pense qu'il est sincèrement décidé à essayer de sortir ce pays de l'ornière et notamment d'inverser cette fameuse courbe du chômage. Je ne doute pas de sa sincérité là-dessus. Simplement, moi, tout ce que je demande, c'est à pouvoir discuter les modalités. Et jusqu'à vous doutez des moyens qu'il met en œuvre? Jusqu'à maintenant, ça a été très difficile de discuter. Sur l'inversion de la courbe du chômage, qu'on ait dit en 2012, par exemple, oui, il faut réduire la dette. Moi, j'avais rien contre. Même si ça ne me fait pas plaisir spontanément. Vous nous l'avez expliqué, oui. Mais c'est une nécessité. Mais dire en même temps, on va réduire la dette et on va inverser la courbe du chômage, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que je répète que de la croissance avec de la contraction budgétaire, j'en ai rarement vu. Merci beaucoup, Henri Manueli, député socialiste des Landes, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.